Alors maintenant, on va voir le chapitre 4, la justice des temps modernes, de 1453 à 1789. Section 1, la justice déléguée, avec un grand 1, les prévôtés. Alors les prévôtés, ce sont donc les juridictions du prévôt, c'est-à-dire les juridictions royales. Les prévôtés subsistent dans l'ensemble de leurs prérogatives, néanmoins, dans les villes qui sont les chefs-lieux de bailliage, ces prévôtés sont supprimés. Dans ces régions, on supprime ainsi un degré de justice pour abréger les procédures. 2. Les bailliages et sièges présidiaux. Les juridictions de bailliage et de sénéchaussée se maintiennent sans grand changement au temps moderne. Seulement, désormais, ce n'est plus le bailli ou le sénéchal qui intervient directement en matière judiciaire. À la place, ce rôle est assuré par des lieutenants civils et criminels. Un édit d'Henri II de 1522 élève certains bailliages en sièges présidiaux, le but de ces présidiaux étant d'abréger les procédures. En matière civile, ces présidiaux sont compétents pour juger en dernier ressort des affaires de moindre importance. En matière pénale, ils sont compétents pour statuer en dernier ressort des crimes commis par les gens sans aveu, un vagabond ou un autre individu qui n'a pas forcément de représentation sociale. Il leur est donc dénié une possibilité d'appel par une justice expéditive. À l'origine, ces présidiaux sont d'abord institués à titre expérimental. La satisfaction donnée par leur fonctionnement les maintient jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française. 3. Les juridictions consulaires. Ces juridictions sont parfois appelées tribunaux de commerce. Auparavant, ces juridictions se trouvaient dans les ports normands et les villes de foires champenoises. Elles ne sont pas véritablement organisées qu'à partir du milieu du XVIe siècle. Ainsi, le tribunal de commerce de Paris apparaît en 1553. Ces juridictions consulaires sont composées de juges commerçants élus par leurs pairs. Elles ne sont compétentes que pour connaître des litiges nés du commerce. 4. Les parlements et autres cours souveraines. Ces juridictions forment toujours le degré supérieur de la justice royale déléguée. Lors de la Révolution, on compte 13 parlements, 14 chambres des comptes et une douzaine de cours des aides. Section 2, la justice retenue. 1. La justice exercée directement par le roi. A. La justice exercée personnellement par le roi. Dans les faits, le roi peut s'emparer de n'importe quelle affaire judiciaire. Ainsi, il peut se rendre lui-même à l'auditoire de son prévôt de l'hôtel pour rendre une décision. Ce moyen de rendre la justice a été exercé par l'ensemble des rois jusqu'à Louis XIV. B. La procédure du placé. Chaque matin, en revenant de la messe, le roi reçoit des requêtes dénommées placées. Il les examine sommairement, puis les distribue au secrétaire d'État qui rédige un rapport. Une fois ce rapport rendu, le roi statue sur la requête. C. Les lettres royaux. Les lettres royaux lors d'une procédure. 1. Il existe 4 types de lettres royaux. 1. Les lettres de répit. Elles sont délivrées principalement aux militaires, mais aussi à d'autres envoyés en mission. Ces lettres leur permettent d'obtenir un délai dans les procès qui leur sont intentés en leur absence. 2. Les lettres de grâce. Elles sont délivrées à des condamnés. Elles dispensent d'accomplir une peine sans toutefois effacer la condamnation. 3. Les lettres de rémission. Elles libèrent un condamné de sa condamnation. Ces lettres sont particulièrement édictées en cas d'homicide involontaire ou de légitime défense. 4. Les lettres de révision. Elles permettent de reprendre un procès en totalité. Ces lettres sont délivrées à un condamné en cours de peine ou dont la peine a déjà été purgée pour obtenir réparation. 2. Les lettres royaux en dehors d'une procédure, les lettres de cachet. Ces lettres sont signées par le roi et contresignées par un secrétaire d'État. Elles sont dites closes car elles ne sont pas soumises au contrôle du chancelier ou à l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas des lettres patentes. Les lettres de cachet sont utilisées pour éviter un scandale concernant l'Église ou une famille noble et sont demandées par le cercle de l'individu problématique à l'administration royale. Après une enquête de terrain, la lettre de cachet peut être accordée. Elle aboutit à l'incarcération discrète d'un individu en rupture avec son milieu. Au siècle des Lumières, les philosophes critiquent ce procédé, devenant symbole de l'arbitraire royal. 2. La justice exercée par le roi en son conseil. A. La genèse de la cassation. La naissance de la procédure de cassation peut se trouver dans l'ordonnance de Blois
de 1579. À sa lecture, il apparaît deux méthodes de réformation d'une décision, la proposition d'erreur et la requête civile. La proposition d'erreur permet de réparer une erreur de fait imputable au juge. Quant à la requête civile, elle se fonde sur le comportement dolosif de la partie adverse. Seulement, l'ordonnance de Blois reste peu précise et n'évoque pas directement la cassation. Le contenu du texte est ensuite modifié par l'ordonnance sur la procédure civile de 1667. Concrètement, ce texte abroge la proposition d'erreur et limite le recours à la requête civile. Il ressort de l'ordonnance que les lois du roi s'imposent aux magistrats. Par conséquent, seul le roi peut les interpréter, ce qui appelle à la nullité de la décision rendue. C'est ainsi qu'apparaît de manière elliptique la cassation. B. La mise en forme de la cassation. Deux règlements sont élaborés en 1673 et en 1687 pour limiter le nombre de recours. Aussi, une grande réforme est amorcée par le chancelier d'Aguesseau. Ce règlement est appelé Règlement du Conseil. Ce règlement est complètement rédigé en 1738 et sera publié en 1786. C'est l'ouverture à cassation. Dès 1738, la cassation apparaît comme une voie de recours extraordinaire. Un tel recours n'est possible qu'envers une décision rendue en dernier ressort. L'interdiction de ce recours obéit à des règles strictes. La requête est déposée dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision critiquée. Il est obligatoire que cette requête contienne certains éléments, donc il y a 4 éléments. Les 4 éléments sont le moyen de cassation, le résumé du jugement attaqué, les pièces qui fondent le moyen et les conclusions du demandeur. Les cas d'ouverture à la cassation sont limités. Il faut que le juge ignore la loi tout en la contredisant franchement. Un conseiller au Parlement de Paris, Pierre Guilbert de Voisin, retient 6 cas d'ouverture à la cassation. L'irrégularité vicieuse dans la manière de procéder, l'excès de pouvoir, la contravention aux ordonnances, la contravention aux lois fondamentales, la contravention aux coutumes et l'iniquité du juge. D. La procédure en cassation. Les requêtes en cassation sont introduites par les particuliers devant le Conseil d'État privé. Une fois saisi, le chancelier nommait un maître des requêtes en qualité de rapporteur. Dans le même temps, il communique le dossier à quelques conseillers d'État. Si la majorité de ces conseillers est hostile à la requête, alors un arrêt de débouté est rendu, c'est-à-dire un refus. Dans le cas contraire, le dossier est transmis à l'Assemblée des maîtres des requêtes qui prend sa décision à la majorité. En cas de cassation, l'enquête est de nouveau rejugée, au fond, puisque la décision cassée perd toute autorité. Ce renvoi s'opère devant une juridiction de même degré que celle ayant produit la décision contestée. Il est estimé que seuls 20 à 25% des cas aboutissent à une cassation. D'ailleurs, cette voie de droit est mal acceptée par les juges du fond. Section 3. L'agitation politique des parlements et les tentatives de réforme. 1. La renaissance de l'agitation politique parlementaire. Louis XIV était parvenu à briser l'opposition parlementaire. En effet, le droit de remontrance était maintenant conditionné à un enregistrement préalable de l'ordonnance. Cependant, après la mort du vieux roi en 1715, les équilibres entre les pouvoirs changent. Le régent doit en effet composer avec le Parlement pour casser le testament du roi défunt. Pour obtenir l'aide des parlementaires, Philippe d'Orléans rétablit leur ancienne prérogative. Le XVIIIe siècle est marqué par des oppositions virulentes entre le roi et les parlements. Pour faire pression, les parlements suspendent parfois leur activité judiciaire ou rendent des démissions collectives. En outre, les parlements développent 2 théories, la vérification des ordonnances et la théorie des classes. A. La libre vérification des ordonnances. Selon cette théorie, les parlementaires peuvent délibérer même sur les lettres enregistrées d'autorité. La théorie pose les parlements comme dépositaires des lois fondamentales du royaume. Ainsi, pour qu'une loi soit valable, un enregistrement libre du Parlement est nécessaire. Par conséquent, la théorie invalide le recours aux lettres de justion ou au lit de justice. Pour résumer, la libre vérification des ordonnances rend nécessaire l'intervention parlementaire dans le processus législatif. B. La théorie des classes. Ici, classe désigne un élément et non les classes sociales. Cette théorie est avancée par le Parlement de Paris en 1756.
Elle pose comme principe que l'ensemble des parlements du royaume n'en forment qu'un seul. Il n'existerait donc qu'un parlement unique, indivisible, et dont le seul but est l'administration de la justice. Ce grand parlement de France serait dépositaire de la tradition et dépositaire unique de la liberté des Français. En allant plus loin, ce parlement serait une représentation de la nation, faisant face au roi. Cette théorie ne plaît pas à Louis XV, il s'y oppose naturellement, et le 3 mars 1766, il vient au Parlement de Paris, à l'improviste, pour y déclarer un discours. Le ton employé, particulièrement dur, vaudra à la séance parlementaire le nom de séance de la flagellation. Après ce discours royal, le ton des remontrances parlementaires s'atténue temporairement. 2. Les tentatives de réforme de la fin de l'Ancien Régime. A. La réforme du chancelier Maupeou. En 1770, le chancelier Maupeou opère une réforme qui constitue une véritable victoire royale sur les parlements. Cette réforme comprend 4 mesures principales. Elle supprime la vénalité des offices, l'inamovibilité des magistrats est instaurée, le système des épices est aboli et les gages fixes des magistrats sont augmentés, c'est-à-dire leur salaire, et découpe l'ancien ressort du Parlement de Paris en 5 ressorts supérieurs. Les conséquences de cette réforme furent multiples. Donc la suppression de la vénalité des charges supposait le paiement différé par l'État, et la suppression des épices profita à l'État. Enfin, le découpage du Parlement de Paris par Maupeou eut 2 conséquences directes. Ça a rendu les parlements plus proches des justiciables, et l'ancien Parlement de Paris n'est plus qu'une chambre d'enregistrement des ordonnances royales. Cependant, après la mort de Louis XV en 1774, Louis XVI supprime la réforme pour se concilier avec les parlementaires. Maupeou dit « J'avais fait gagner un procès au roi, s'il veut le perdre encore, il est bien le maître ». B. La réforme du chancelier Lamoignon. En 1788, Lamoignon entame une réforme pour limiter le pouvoir des parlements. Sur le plan politique, il leur supprime le droit des remontrances et d'enregistrement. Sur le plan judiciaire, il crée des grands bailliages. La procédure judiciaire est simplifiée et humanisée. Ainsi, l'assistance d'un avocat est garantie à l'accusé. De plus, la question est abolie. Malheureusement pour Lamoignon, la pression du Parlement de Paris l'oblige à abandonner sa réforme. Il démissionne peu après le 23 septembre 1788. Section 4. Le statut des juges. 1. L'office. L'office est une fonction permanente et stable dont l'investiture se fait par une lettre provisoire du roi. Cette lettre s'enregistre dans la cour souveraine, dans laquelle l'officier exerce ses fonctions. L'officier est prioritaire de sa charge et ne peut en être privé qu'en cas de forfaiture. L'office est donc patrimonial, mais aussi héréditaire et vénal. La vénalité des offices a une raison historique qui se trouve dans le courant des XIVe et XVe siècles, guerre de 100 ans. À cette époque, les finances royales se portent mal. Pour renflouer le trésor royal, le roi se met donc à vendre des offices. Et régulièrement, les États généraux demandent la prohibition de cette pratique controversée mais fructueuse. L'hérédité des offices découle de cette pratique vénale. L'officier estime légitime de transmettre à ses héritiers l'office, comme n'importe quel bien provenant de son patrimoine. Lorsqu'il n'a pas d'héritier, il est possible de céder sa charge en contrepartie d'un versement. D'abord officieuses, ces pratiques deviennent légales au XVIe siècle. En 1522, il y a la création du Bureau des parties casuelles, qui donne lieu à la vente des offices, et cela est créé par François Ier. En 1569, une ordonnance de Charles IX consacre la pratique des résignations et d'usage des survivances. La résignation permet de léguer sa charge en échange d'une contrepartie financière. La survivance est un droit accordé par le roi pour prévoir une succession à un office. En 1604, le chancelier Charles de Paulet établit un édit surnommé la Paulette. C'est un droit annuel payé par les officiers, équivalent au 60e de la valeur de leur charge. Le paiement de ce droit permet la transmission de l'office du vivant de son titulaire. Ce système engendre des dynasties d'officiers. Acquérir un office devient un moyen d'ascension sociale pour qui en a les moyens. Certains offices permettent même d'acquérir la noblesse, à titre personnel, voire héréditaire. 2. La commission. La commission est une fonction conférée par le roi par simple délégation temporaire.
Elle comporte des pouvoirs variables et est révocable ad nutum, c'est-à-dire sur un coup de tête. Les titulaires sont nommés par des lettres de commission qui précisent le contour des fonctions. Si la commission est révocable, elle peut néanmoins être transmise à un héritier. Elle peut également faire l'objet d'une résignation en faveur d'un tiers. Dans le domaine judiciaire, le statut des commissaires se retrouve dans deux circonstances. Il s'agit d'abord des premiers présidents de parlement, et il s'agit ensuite des membres de juridictions exceptionnelles pour des projets politiques sensibles. Pour le pouvoir royal, ce statut offre des juges plus dociles.